Un C-130 nigérian se pose et l'incident change de nature. Au Burkina Faso, 11 militaires restent retenus après cet atterrissage présenté comme précautionnel, tandis que des signaux évoquent des charges possibles et une détention prolongée, transformant la procédure aérienne en test d'autorité entre voisins. Dans les discussions, l'affaire Nnamdi Kanu serait mentionnée et la question devient brutale. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il lier souveraineté, fierté militaire et pression diplomatique? Pour le Nigeria, chaque jour de silence pèse sur des familles et sur l'image régionale. Pour l'espace ouest africain, un seul faux pas peut durcir les positions et réécrire les règles du rapport de force. Cette analyse promet une lecture rigoureuse de ce qui se joue réellement derrière une détention militaire devenue symbole. L'objectif est clair, comprendre les enjeux de pouvoir, les marges de manœuvre diplomatiques et les risques concret, sans bruit politique ni spéculation inutile. En suivant uniquement les éléments disponibles, le fil conducteur montre comment un incident apparemment mineur peut évoluer en levier stratégique dans un contexte régional déjà fragile. L'enjeu dépasse la libération de 11 soldats. Il touche à la crédibilité des États, à la gestion des crises sensibles et à la façon dont les gouvernements militaires redéfinissent les règles du dialogue régional. Chaque décision prise sous pression crée un précédent, observé attentivement par les capitales voisines et par les opinions publiques. Pour le Nigeria, le défi est double, protéger ses hommes tout en évitant une escalade qui pourrait affaiblir sa position de puissance régionale. Pour le Burkina Faso, la situation devient un test de fermeté et de cohérence politique. Comprendre ces équilibres permet de lire les prochains gestes non comme des réactions isolées, mais comme des choix calculés aux conséquences durables. Voici le point qui a changé la lecture du dossier. Ce qui semblait n'être qu'un incident aérien s'est transformé en l'espace de quelques semaines en négociations politiques à plusieurs niveaux, avec 11 militaires toujours retenus et la perspective assumée de suites judiciaires. Cette durée inhabituelle marque un basculement clair. On n'est plus dans la gestion technique, mais dans l'exercice du rapport de force. Pour comprendre ce glissement, il faut replacer l'épisode dans le contexte actuel du Burkina Faso. Depuis la prise de pouvoir militaire, le pays a profondément modifié son langage diplomatique. Moins de compromis publics, davantage de signaux de souveraineté et une volonté affichée de ne pas céder à la pression extérieure. Ibrahim Traoré incarne cette ligne dure, présentée comme une rupture avec les pratiques jugées trop conciliantes du passé. Dans ce cadre, l'atterrissage du C-130 nigérian n'est pas perçu comme un simple événement logistique. La présence de militaires étrangers sur le sol national active immédiatement des réflexes politiques et symboliques. Des soldats ne sont jamais neutres. Ils représentent l'État, l'autorité et la capacité de coercition. Leur détention, même temporaire, envoie donc un message, qu'il soit formulé ou non. Côté nigérian, la réponse initiale reste discrète. Les échanges se font en coulisses, selon une tradition régionale qui privilégie la retenue pour éviter l'humiliation publique. Mais le temps devient un facteur aggravant. Chaque jour supplémentaire sans issue visible alimente l'inquiétude, tant au sein de l'appareil d'État que dans l'opinion. C'est dans cet intervalle que l'affaire Nnamdi Kanu apparaît en arrière-plan des discussions. Son nom, chargé politiquement, change la nature des pourparlers. Dès lors, la crise n'oppose plus seulement deux États autour d'un incident précis. Elle relie des dossiers sensibles, internes et externes, dans une équation où chaque concession peut produire des effets bien au-delà du sort des soldats détenus. Pour saisir les premiers effets concrets de cette crise, il faut regarder au-delà des communiqués et se concentrer sur les acteurs directement exposés. Les 11 militaires nigérians détenus ne sont pas de simples pions abstraits dans une négociation. Ce sont des hommes en uniforme engagés dans une mission officielle dont le sort devient progressivement incertain. Dès que la détention se prolonge, l'impact humain s'installe, attente prolongée, absence d'informations claires, inquiétude croissante pour les familles restées au pays. Du côté nigérian, cet aspect humain pèse lourd. Les soldats incarnent le service de l'État et le sacrifice individuel. Leur immobilisation sur le sol d'un pays voisin crée une tension émotionnelle qui déborde rapidement du cadre militaire. Dans l'opinion publique, les questions
apparaissent? Pourquoi sont-ils toujours retenus et quelles garanties existent pour leur sécurité? Ce climat oblige les autorités à agir avec prudence, car chaque parole mal calibrée peut attiser l'indignation ou la peur. Au Burkina Faso, l'effet est différent, mais tout aussi réel, la détention envoie un signal interne de vigilance et de contrôle. Dans un contexte de gouvernement militaire, montrer que le territoire est strictement surveillé et que les forces étrangères ne bénéficient d'aucun traitement automatique renforce l'image d'autorité. Ce positionnement est observé de près par la population, notamment par une jeunesse sensible aux discours de fermeté et d'indépendance. Très vite, ces deux dynamiques se croisent. Ce qui commence comme une mesure présentée comme temporaire devient un marqueur politique. L'incident cesse d'être un simple dossier administratif pour se transformer en symbole, chargé de sens pour les gouvernements comme pour les citoyens. À ce stade, l'impact initial est clair. Chaque jour qui passe rend un retour au normal plus difficile. Avant le basculement, tout paraît presque banal. Un avion militaire nigérian de type C-130 se pose sur le sol burkinabé, officiellement pour des raisons de sécurité. Dans l'aviation militaire comme civile, ce type d'atterrissage de précaution n'a rien d'exceptionnel. Les premières heures ne déclenchent donc ni alerte majeure, ni réaction publique spectaculaire. Les autorités locales procèdent aux vérifications d'usage et le dossier semble destiné à se refermer rapidement. Puis le rythme change, les militaires à bord ne repartent pas, les jours passent et l'absence de mouvement devient elle-même un message. À ce stade, la situation glisse d'un registre technique vers un terrain politique. La présence prolongée de soldats étrangers, identifiés comme tels, active des mécanismes de souveraineté propres à un régime militaire attentif à toute manifestation d'autorité sur son territoire. Ce qui devait être temporaire commence à s'inscrire dans la durée. La phase suivante est celle de l'escalade silencieuse. Aucune déclaration fracassante, aucune menace publique, mais une accumulation de signaux. Les discussions s'intensifient en coulisses. Les canaux diplomatiques sont sollicités avec prudence, chacun cherchant à comprendre jusqu'où l'autre est prêt à aller. C'est dans cet espace feutré que le pouvoir du temps s'impose comme un outil de pression. Chaque jour supplémentaire sans issue renforce le poids du Burkina Faso dans la négociation. À ce moment précis, le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Son image politique est déjà associée à la fermeté et à la défense d'une souveraineté sans concession. La gestion de ce dossier s'inscrit donc dans une continuité, ne pas céder rapidement, ne pas donner l'impression d'une faiblesse, même face à un voisin plus puissant. Cette posture n'est pas seulement tournée vers l'extérieur, elle parle aussi à un public interne qui attend des actes cohérents avec le discours. La crise atteint ensuite un point de tension plus visible lorsque l'hypothèse de suite judiciaire est évoquée. À partir de là, la nature du problème change radicalement. La détention cesse d'être perçue comme un retard ou un malentendu. Elle devient une action potentiellement durable avec des conséquences juridiques et symboliques lourdes. Pour le Nigeria, l'idée de voir ses soldats confrontés à un système judiciaire étranger constitue une ligne rouge implicite. Enfin, la séquence se prolonge par des répercussions régionales. Les observateurs ouest-africains suivent attentivement l'évolution du dossier. Chaque étape, chaque silence, chaque rumeur alimente des lectures divergentes. Certains y voient une démonstration de souveraineté assumée, d'autres redoutent un précédent dangereux. Ainsi, la chronologie révèle une transformation progressive, d'un incident ponctuel à une crise structurée, où chaque phase rend la suivante plus coûteuse à désamorcer. Au départ, la base de référence est simple, un atterrissage de précaution est normalement suivi d'un contrôle bref et d'une reprise rapide du trajet. Dans ce dossier, l'écart est net, les 11 militaires restent retenus bien au-delà de ce cadre habituel, et cette durée prolongée constitue le premier indicateur mesurable d'un changement de nature. Plus le temps s'allonge, plus la décision cesse d'être technique pour devenir politique, car la variable durée agit comme un signal de fermeté délibérée. Le deuxième repère concerne le statut même des personnes détenues. Il ne s'agit ni de civils ni d'agents humanitaires, mais de soldats en uniforme arrivés à bord d'un appareil militaire officiel. Cette caractéristique modifie l'équation dans les usages régionaux
journaux, la détention prolongée de militaires étrangers est rare et lourdement symbolique. Le passage d'un contrôle de sécurité à une rétention prolongée marque un delta clair entre la norme implicite et la pratique observée dans ce cas précis. Un troisième élément probant réside dans l'évolution du langage entourant l'affaire. Au début, les termes restent vagues et administratifs. Puis apparaissent progressivement des expressions évoquant des suites possibles et des procédures. Ce glissement lexical est crucial. Il indique que l'option judiciaire n'est plus théorique mais intégrée au champ des possibles. Là encore, l'écart est significatif. On passe d'une logique de gestion rapide à celle d'un dossier susceptible de s'inscrire dans le temps long. Ces trois indicateurs, pris ensemble, dessinent une trajectoire cohérente. Le temps de détention s'allonge, le statut militaire renforce la portée symbolique et le discours officiel se durcit. Cette combinaison suggère une stratégie où la pression n'est pas exercée par des annonces tonitruantes, mais par l'accumulation contrôlée de signaux. Dans ce type de configuration, chaque journée supplémentaire devient un message, chaque absence de résolution une forme de levier. Dans cette lecture, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît alignée avec une logique de démonstration d'autorité mesurée. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'une progression calculée. Le maintien de l'ambiguïté permet de conserver une marge de manœuvre tout en laissant entendre que des options plus dures restent disponibles. Cette approche renforce l'image d'un pouvoir qui contrôle le tempo plutôt que de le subir. Du côté nigérian, ces mêmes indicateurs produisent l'effet inverse. Plus la situation s'éloigne du cadre initial, plus la pression interne augmente. Les chiffres sont peu nombreux, mais leur poids est fort. 11 soldats, plusieurs semaines, aucune échéance publique. Cette sobriété numérique alimente l'inquiétude car elle laisse la place aux interprétations et aux rumeurs. L'absence de calendrier clair devient elle-même un facteur d'instabilité. En résumé, les éléments probants ne tiennent pas à une avalanche de données, mais à quelques écarts précis entre la norme attendue et la réalité observée. Ces écarts suffisent à montrer que la crise n'est pas figée. Elle évolue selon une dynamique où le temps, le statut et le langage servent d'instruments de négociation implicite, avec des conséquences potentielles bien au-delà de ce dossier précis. Un premier argument, souvent avancé pour justifier la position burkinabé, repose sur la souveraineté. Dans cette lecture, tout État a le droit d'examiner strictement la présence de militaires étrangers sur son sol, surtout lorsqu'un régime militaire considère la sécurité comme un enjeu existentiel. La rétention prolongée serait alors une mesure de prudence maximale, destinée à vérifier les intentions, les autorisations et le contexte réel de la mission. Selon cette logique, céder trop vite créerait un précédent dangereux et affaiblirait l'autorité de l'État. Un second argument met en avant la dimension stratégique. Les partisans de cette approche estiment que le temps est un outil diplomatique légitime. En laissant durer la situation sans rupture formelle, le Burkina Faso conserverait une marge de négociation tout en évitant l'escalade verbale. La pression exercée serait silencieuse mais efficace, précisément parce qu'elle reste ambiguë. Dans ce cadre, l'absence de déclaration publique forte serait un signe de contrôle, non d'improvisation. Face à ces deux arguments, une objection centrale s'impose. Même en admettant le droit souverain à la vigilance, la durée et l'opacité du processus modifient la perception régionale. Lorsque des soldats étrangers restent détenus sans horizon clair, la mesure cesse d'être perçue comme défensive pour devenir coercitive. À ce stade, le risque n'est plus seulement diplomatique mais systémique. D'autres États peuvent commencer à douter de la fiabilité des mécanismes informels qui régulent habituellement les incidents militaires transfrontaliers. Les éléments disponibles renforcent cette lecture critique. Le glissement du vocabulaire vers des hypothèses judiciaires, combiné à l'absence de calendrier public, alimente l'idée d'un levier politique plutôt que d'un simple contrôle de sécurité. Cette perception est amplifiée par le contexte régional où la confiance entre États repose largement sur des usages en tacite plus que sur des textes formels. Rompre ces usages, même partiellement, a un coût. Dans cette perspective, la stratégie associée à Ibrahim Traoré peut apparaître cohérente à court terme, mais risquée à moyen terme. Elle renforce une image de fermeté interne tout en exposant le pays à une lecture plus dure de ses intentions à l'extérieur. Le Nigeria, de son côté, se retrouve contraint de mesurer chaque réponse pour éviter de transformer une tension contenue en confrontation ouverte.
Ainsi, le cœur du débat n'oppose pas légalité et illégalité, mais proportion et signale. La question n'est pas de savoir si un État peut agir, mais jusqu'où il peut aller sans fragiliser les règles implicites qui permettent encore au dialogue régional de fonctionner. À ce stade, le temps s'impose progressivement comme l'outil central de la dynamique en cours. À ce stade, la crise cesse d'être une négociation classique pour se transformer en test de résistance. Le point médian n'est pas une annonce officielle ni une décision judiciaire, mais la normalisation progressive de l'attente. Plus les jours passent sans résolution, plus la détention s'inscrit dans le paysage diplomatique comme un fait presque ordinaire, et c'est précisément là que l'équilibre se déplace. Ce changement est subtil, mais décisif. Au début, chaque jour de silence augmentait la pression sur le Burkina Faso. Désormais, ce même silence commence à peser davantage sur le Nigeria, contraint de gérer l'impatience interne, l'angoisse des familles et le regard régional. Le tempo n'est plus subi, il est imposé. La crise entre dans une phase où l'absence d'action devient elle-même une action. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'escalader publiquement. Le simple maintien du statu quo suffit à renforcer sa position de négociateur ferme. La possibilité de suite judiciaire, même non confirmée, agit comme une ombre permanente. Elle n'est jamais pleinement activée, mais jamais totalement écartée. Cette ambiguïté contrôlée redéfinit les rapports de force sans franchir de seuil irréversible. C'est ici que la lecture change pour les observateurs régionaux. Le dossier n'est plus perçu comme un incident à résoudre rapidement, mais comme un signal stratégique. Il montre comment un pouvoir militaire peut utiliser le temps, le silence et l'incertitude comme des outils à part entière capables de déplacer les lignes sans confrontation directe. À partir de ce point médian, la question n'est plus quand la crise se termine, mais comment elle laissera des traces durables dans les pratiques diplomatiques ouest-africaines. Pour l'État nigérian, la première conséquence est institutionnelle. La détention prolongée de militaires à l'étranger fragilise l'image de contrôle et de protection que l'État doit projeter. Même sans déclaration publique, l'absence de résultats visibles alimente les interrogations internes sur l'efficacité diplomatique et la capacité à défendre ses agents en mission. Chaque jour supplémentaire sans issue claire élargit l'écart entre la gestion discrète voulue par le pouvoir et l'impatience croissante de l'opinion. Pour l'armée nigériane, l'impact est plus direct et plus sensible. Les soldats détenus deviennent un point de référence émotionnel et symbolique. Leur situation rappelle que le service comporte des risques qui dépassent le terrain opérationnel. L'incertitude prolongée agit sur le moral des troupes, mais aussi sur la perception de la solidarité institutionnelle. Lorsque des militaires restent retenus sans horizon défini, la question n'est plus seulement juridique, elle touche au contrat moral entre l'État et ceux qui portent l'uniforme. Du côté de la population nigériane, les effets sont diffus mais profonds. Les familles des soldats vivent dans l'attente, nourries par le silence et les rumeurs. Dans l'espace public, le débat se polarise rapidement. Certains appellent à la fermeté pour éviter toute humiliation nationale. D'autres craignent qu'une escalade mette en danger des vies humaines. Cette tension nourrit un climat d'inconfort collectif où chaque hypothèse semble comporter un coût élevé. Au Burkina Faso, les conséquences prennent une forme différente. Sur le plan interne, la gestion du dossier renforce une image de vigilance et de souveraineté assumée. La posture de fermeté est observée par une partie de la population comme une preuve de contrôle et de cohérence avec le discours officiel. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un dirigeant qui ne cède pas sous pression, ce qui consolide un capital politique fondé sur l'autorité et l'indépendance. Cependant, sur le plan régional, l'effet est plus ambivalent. Les États voisins regardent attentivement la situation non par curiosité, mais par prudence. La détention prolongée de militaires étrangers, surtout en l'absence de cadre clair, crée un précédent implicite. Elle soulève une question centrale. Jusqu'où les mécanismes informels de confiance peuvent-ils encore fonctionner dans un environnement marqué par des gouvernements militaires et des crises de sécurité récurrentes? Pour la région ouest-africaine dans son ensemble, le dossier agit comme un révélateur. Il montre comment des incidents techniques peuvent devenir des leviers politiques et comment le temps peut être utilisé comme instrument de négociation. Cette logique, si elle se généralise, risque de rigidifier les interactions régionales. La coopération sécuritaire, déjà fragile, pourrait s'en trouver refroidie par la crainte de malentendus coûteux. Ainsi, les conséquences, à un moment, ne se limitent pas aux acteurs directement impliqués.
Elles s'étendent en cercles successifs, de l'État à l'armée, des familles aux équilibres régionaux. Ce qui se joue ici n'est pas seulement le sort de 11 soldats, mais la manière dont le pouvoir, la patience et la pression redéfinissent les règles tacites du voisinage diplomatique. Dans un scénario central, la crise se résout par une désescalade discrète. Les discussions en coulisses aboutissent à une solution pragmatique, sans annonce spectaculaire permettant le retour progressif des militaires détenus. Aucun camp ne revendique publiquement une victoire. Cette issue préserverait les canaux diplomatiques existants, mais laisserait des traces. La méfiance persisterait et chaque coopération future serait abordée avec plus de précaution, comme si un seuil invisible avait été franchi. Dans un scénario plus optimiste, la crise devient un point de clarification. Les deux États utilisent cet épisode pour redéfinir des règles plus explicites concernant les incidents militaires transfrontaliers. Une communication minimale mais coordonnée permettrait de rassurer les opinions publiques tout en évitant l'humiliation d'un retrait forcé. Dans cette hypothèse, l'épisode servirait de leçon collective. Il montrerait qu'une tension maîtrisée peut déboucher sur un cadre plus stable, réduisant le risque de crise similaire à l'avenir. Le scénario le plus sombre repose sur une cristallisation des positions. Si des poursuites judiciaires sont engagées ou si la détention se prolonge sans perspective, la situation change de nature. Le Nigeria serait alors contraint de réagir plus fermement, non par choix, mais par nécessité politique interne. Une telle évolution pourrait refroidir durablement les relations bilatérales, affecter la coopération sécuritaire et créer un climat de suspicion dans la région. Même sans rupture formelle, le dialogue deviendrait plus rigide, plus méfiant et donc moins efficace. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne permet un retour simple à la situation antérieure. Même dans le meilleur des cas, la crise laissera une empreinte durable sur les pratiques diplomatiques. Elle rappelle que dans un environnement régional fragile, chaque décision est observée et interprétée bien au-delà de son cadre immédiat. La clé de lecture pour les mois à venir repose sur une question conditionnelle. Si les acteurs privilégient la gestion du risque et la préservation des canaux de dialogue, alors la crise peut rester contenue. Si, au contraire, la logique de démonstration de force l'emporte, alors les coûts s'accumuleront, parfois de manière différée, mais rarement réversible. C'est dans cet espace étroit entre fermeté et calcul que se jouera l'issue réelle de cette séquence. Pour le public nigérian, l'impact est d'abord psychologique. La détention prolongée de soldats à l'étranger brouille le sentiment de protection que l'État est censé garantir. Sans information claire ni échéance publique, l'attente devient une épreuve collective. Les familles vivent dans l'incertitude, tandis que l'opinion oscille entre exigence de fermeté et crainte d'une escalade. Cette tension nourrit une fatigue civique. On veut des résultats, mais on redoute le prix à payer. Pour les citoyens burkinabés, la situation se lit différemment. Elle s'inscrit dans un récit plus large de reprise de contrôle et d'affirmation de la souveraineté. Une partie de la population voit dans la gestion du dossier la preuve que l'État ne se laisse pas dicter son tempo. Cette lecture renforce l'adhésion au discours officiel, même si elle coexiste avec des inquiétudes plus discrètes sur l'isolement régional et les conséquences à moyen terme. Pour les communautés de la région, l'affaire agit comme un signal d'alerte. Elle rappelle que les crises ne restent plus cantonnées au cercle diplomatique. Les décisions prises loin des regards peuvent produire des effets très concrets. Ralentissement des coopérations, durcissement des contrôles, méfiance accrue entre voisins. Les acteurs économiques et sociaux ressentent ces frictions parfois avant même qu'elles ne soient nommées. Face à cela, deux pistes simples émergent pour le public. La première consiste à distinguer l'information vérifiée des rumeurs afin d'éviter que l'émotion n'alimente des positions irréversibles. La seconde est d'exiger, de manière civique, davantage de clarté sur les principes, même lorsque les détails restent confidentiels. La transparence partielle vaut souvent mieux que le silence total. Au fond, cette crise rappelle une vérité inconfortable. Les citoyens subissent souvent les conséquences de choix stratégiques qu'ils ne contrôlent pas. Comprendre ces mécanismes, sans les caricaturer, permet au moins de transformer l'inquiétude en vigilance éclairée.
Une première voie de sortie repose sur la clarification procédurale. Sans renoncer à la fermeté, les autorités burkinabées peuvent définir un cadre explicite, statut des militaires retenus, étapes d'examen et critères de décision. Cette mise à plat réduit l'incertitude sans constituer une concession politique. Elle permet de transformer une pression diffuse en processus lisible, ce qui aide à désamorcer les interprétations les plus alarmistes. Une deuxième étape concerne la synchronisation diplomatique. Des messages coordonnés, même limités, peuvent signaler que le dialogue reste actif. Il ne s'agit pas d'annoncer un compromis, mais de rappeler que les canaux fonctionnent. Dans les crises prolongées, ce type de signal intermédiaire est souvent décisif pour éviter que l'opinion ne force la main aux dirigeants. La discrétion reste possible, mais elle gagne à être ponctuée de repères. Troisièmement, la dissociation des dossiers sensibles est cruciale. Lier explicitement une affaire intérieure à une négociation internationale accroît les risques pour toutes les parties. Une séparation claire des registres permet de préserver des marges de manœuvre et d'éviter qu'un blocage sur un sujet n'entraîne un durcissement généralisé. Cette logique protège autant la stabilité interne que les relations régionales. Quatrièmement, un calendrier souple mais crédible peut être introduit. Il ne s'agit pas de fixer une date finale, mais de structurer le temps. Dans ce type de crise, le tempo est une arme. Le reprendre partiellement réduit l'asymétrie créée par l'attente indéfinie. Pour le Nigeria, cela offre un horizon politique. Pour le Burkina Faso, cela maintient l'initiative. Enfin, le rôle du leadership est central. La posture d'Ibrahim Traoré, fondée sur la maîtrise du rythme et du silence, peut évoluer sans reniement si elle s'accompagne d'une démonstration de contrôle institutionnel. Montrer que l'État décide plutôt qu'il ne retient renforce l'autorité tout en ouvrant une porte de sortie. Dans cet équilibre délicat, la solution n'est pas spectaculaire, elle est graduelle, calculée et vise avant tout à éviter que la crise ne produise des dommages irréversibles. Revenir au point de départ aide à mesurer le chemin parcouru. Derrière les échanges diplomatiques et les calculs de posture, il y a toujours des visages précis. Ceux des militaires retenus, privés de certitude, et ceux des familles qui attendent des nouvelles sans calendrier. Ce motif humain, présent dès les premiers jours, n'a jamais quitté le dossier. Il rappelle que chaque décision abstraite produit des effets concrets, souvent silencieux, mais durables. Au fil de la crise, le symbole a pris le pas sur l'incident. La détention est devenue un message, le temps une variable stratégique et le silence une forme de discours. Cette transformation n'est pas accidentelle, elle résulte de choix assumés destinés à affirmer une ligne de souveraineté et de contrôle. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur central, non par des déclarations spectaculaires, mais par une gestion rigoureuse du rythme et des attentes. Pourtant, le rappel humain demeure. Plus la crise s'étire, plus l'écart se creuse entre l'objectif politique et le coût émotionnel. Les familles comptent les jours, les opinions s'interrogent et la région observe. Ce décalage crée une tension particulière, la fermeté gagne en visibilité, mais la patience collective s'érode. C'est souvent à ce moment précis que les crises laissent leurs marques les plus profondes. Le retour à ce motif n'est pas un appel à l'émotion facile, c'est un rappel de proportion. Le pouvoir se mesure aussi à la capacité de conclure sans humilier, de décider sans enfermer. Dans ce dossier, la véritable ligne de force ne réside pas seulement dans l'autorité affichée, mais dans la manière dont elle sera finalement exercée pour refermer la séquence. Avec le recul, il apparaît clairement que le temps ne fait pas disparaître les conséquences, mais les rend souvent plus visibles. Au terme de cette analyse, une chose s'impose. Cette crise ne se résume pas à un face-à-face binaire. Elle révèle des mécanismes plus larges où la souveraineté, le temps et le silence deviennent des instruments aussi puissants que les discours officiels. Elle montre aussi comment des décisions prises dans des cercles restreints finissent par toucher des cercles beaucoup plus larges, jusqu'aux citoyens ordinaires qui en subissent les répercussions sans y participer directement. Pour le public, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre les logiques à l'œuvre. Suivre ce dossier avec attention, c'est observer comment les rapports de force évoluent dans une région en mutation et comment les gouvernements militaires redéfinissent les règles implicites du dialogue. Cette compréhension n'annule pas l'inquiétude, mais elle permet de dépasser les réactions immédiates pour interroger les conséquences à long terme. Dans cet espace, la discussion civique garde toute sa place.
Poser des questions, comparer les interprétations, refuser les raccourcis émotionnels, ces gestes modestes contribuent à maintenir un débat public plus lucide. Les crises ne se résolvent pas seulement par des décisions au sommet. Elles se referment aussi par la manière dont elles sont comprises et racontées. Alors que cette séquence reste ouverte, une interrogation demeure centrale. Dans un contexte où la fermeté est valorisée et où la patience devient une arme, comment les dirigeants peuvent-ils préserver l'autorité sans enfermer durablement leurs relations régionales? C'est autour de cette question, plus que d'un verdict immédiat, que la suite de cette histoire mérite d'être suivie.